Alors bienvenue au Salon international du livre de montagne de Passy qui a fêté cette année ses 32 ans. 32 ans autour du livre, mais aussi autour du livre d'anciens, avec des érudits, des passionnés, des gens déterminés qui ont attaché leur vie à leur passion, celle de la bibliophilie et du livre de montagne ancien. Autour de cette table, nous avons donc Éric Moussard, qui est libraire, et qui est donc un érudit et vraiment passionné par son métier. Yves Abraham, qui est collectionneur. Jacques Perret, qui est bibliophile et qui est l'auteur d'une histoire du livre de montagne, entre autres. Et puis Yves Ballu, qui est romancier, essayiste, et qui a été pendant très longtemps le président du jury du Grand Prix de Passy. Si nous avons réuni nos amis cet après-midi, c'est par leur science des écrits fondateurs de la littérature alpine, par leur goût des gravures anciennes. Ils ont hissé la bibliophilie au sommet des bibliothèques, et par leur fidélité, ils ont animé ce salon de Passy en donnant à lire des textes oubliés sous de belles reliures de cuir. Tout en étant l'âme des collectionneurs, ils tendent la main aux nouvelles générations de grimpeurs qui trouvent dans de belles éditions la voie de leurs prochaines aventures. C'est toujours un plaisir de les retrouver dans la mesure où ils ont éveillé nos consciences sur le fait que la littérature de montagne ne commençait pas dans les années 60 ou 50, mais qu'elle était bien antérieure et qu'il y avait de beaux textes, et surtout des textes superbement écrits, que ce soit par les Anglais ou par les Français. Alors cette histoire du livre de montagne, comment pourrait-on la résumer, Jacques Perret? Alors le livre de montagne, on peut les classer en gros en trois catégories dans le temps. Vous avez les livres anciens. Alors les livres anciens, d'une manière un peu scientifique, c'est les livres qui ont été imprimés avant la mécanisation de l'imprimerie, c'est-à-dire avec les presses à bras, où on imprimait feuille après feuille, donc avec des tirages réduits. Cette époque va jusqu'à peu près 1815-1820. À partir de cette période-là, donc après le Premier Empire, les presses se mécanisent et on imprime les feuilles de manière automatique. Et là, les tirages sont plus importants, et donc on arrive à la période qui concerne les livres romantiques, et puis ensuite les livres modernes. Donc si on parle livres anciens, les vrais livres anciens, c'est avant 1820, donc en gros, ça va de la toute fin du XVe siècle avec... il y a très peu de véritables incunables, c'est-à-dire publiés avant 1500, qui concernent la montagne. Le premier vrai ouvrage qui concerne la montagne, c'est celui de Jacques Signot, publié en 1515, qui décrit les différents cols des Alpes. Et puis, ça va jusqu'aux ouvrages de Saussure, de Bourrit, de Bordier, c'est-à-dire jusqu'en gros la Révolution française, puisque après, il y a eu une période quand même dans les années 1789, 1802 ou 3, où là, la Révolution a un peu éclipsé l'édition de livres de montagne. Après, pendant toute cette période, en fait, livre ancien, l'alpinisme quasiment n'existait pas, quoi, hein. Il y avait quelques savants qui parcouraient les Alpes. Balma est allé au sommet du Mont Blanc. En 1811, la Jungfrau était gravie. Voilà, il y avait quelques ascensions, mais c'était très marginal et toujours dans un but scientifique. L'alpinisme, tel qu'on le conçoit aujourd'hui, c'est né plutôt au milieu du 19e siècle, hein, dans les années 1850, où là, effectivement, les livres de montagne ont vraiment pris leur essor, et ils ont pris leur essor avec les alpinistes anglais, hein, puisque c'est les Anglais qui ont été les plus assidus pour découvrir les voies d'ascension qui mènent aux principaux sommets des Alpes, et qui ont beaucoup publié d'ouvrages entre 1856 et la fin du 19e siècle. Toute l'exploration des Alpes, l'évolution de l'alpinisme, etc., était
principalement le fait d'alpinistes anglais. Donc là, on a une belle période avec des récits d'ascension du Mont Blanc illustrés, avec des ouvrages qui racontent la conquête du Cervin, les débuts de l'alpinisme acrobatique, avec Mummery par exemple. Donc une belle période de livres qu'on peut qualifier aujourd'hui qu'on appelle le livre romantique jusqu'en 1850-60. Donc les tout premiers ouvrages des alpinistes font partie de la période romantique, et puis les livres modernes à partir de la fin du 19e siècle. Et puis ensuite est né l'alpinisme véritablement sportif, avec en France l'apparition du GHM, et puis les grands alpinistes qui nous ont laissé des écrits remarquables, en France en particulier, avec des succès de librairie foudroyants, les Conquérants de l'inutile de Lionel Terray, les ouvrages de Rébuffat, le livre sur la Lapurna de Maurice Herzog, qui a été publié à une quinzaine de millions d'exemplaires dans le monde, premier de cordée de Frison-Roche. On a vraiment là le livre de montagne, on peut dire, est à son apogée, avec des centaines de milliers de lecteurs, et on aurait fait cette conférence à cette époque, l'auditorium aurait été rempli. Et puis ensuite, l'alpinisme continue d'évoluer, les pratiques se diversifient, le ski apparaît, la modernité s'installe dans les techniques, les voies sont de plus en plus difficiles, il y en a de plus en plus. On arrive progressivement dans la période moderne, et puis là, on s'aperçoit très bien aujourd'hui qu'on est à un nouveau tournant avec l'évolution climatique. La montagne change, est bouleversée, les pratiques de la montagne aussi. La plupart des courses d'altitude sont inabordables dès le début du mois de juillet et jusqu'aux premières neiges de l'automne. Donc on voit qu'on est à une nouvelle ère encore, et qui reste encore évidemment à écrire pour les futurs livres de montagne. On voit très bien donc l'évolution des sources d'inspiration et l'évolution du livre de montagne à travers les siècles. Et je vais le montrer tout à l'heure, mais on avait il y a 2 ans fait un petit livre avec 30 amis auteurs, intitulé 30 livres, 30 refuges, où j'avais demandé à 30 auteurs de faire une petite chronique sur le livre de montagne qui les avait marqués. Et on commençait au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, je crois, et on finissait dans les années 2015. Donc ça montre bien qu'il y a eu une évolution à la fois des pratiques de l'alpinisme, mais aussi une évolution des façons dont on a relaté de ces courses et de toutes ces aventures en montagne. Mais on avait envisagé cette table ronde en souvenir de Raymond Joffre, qui a été un repère pour nous au salon, et qui était un ami proche, je pense. Et je pense que ce serait peut-être bien de lui rendre hommage. Et Yves Ballu, qui est historien de l'alpinisme, pourrait peut-être évoquer la mémoire de Raymond. Moi, je suggère qu'on évoque la mémoire de Raymond plutôt à la fin de cette table ronde, puisqu'on est en train de parler des livres anciens. On a encore un certain nombre de choses à dire sur les livres anciens. Je pense que ce serait bien, vis-à-vis de Raymond Joffre, qu'on conclue. Si je propose ça, mais... C'est-à-dire, j'en parlais maintenant parce que je ne voulais pas l'oublier, et je ne voulais pas que l'on imagine que j'avais commencé cette table ronde sans évoquer sa mémoire. Parce que... Oui. Voilà, donc... Yves Ballu est historien de l'alpinisme, donc et surtout il est collectionneur, il est lecteur, il est fin lecteur, il est romancier, donc il possède toutes les palettes pour parler du livre ancien comme de son évolution, et du livre moderne également. Alors, je note que le président tout à l'heure il a commencé à parler des livres des anciens. Maintenant, il parle du livre ancien. Il y a une petite nuance, parce qu'il y a des anciens ici là, qui ont écrit des livres qui deviennent un peu anciens, et puis il y a les livres anciens qui ont été écrits il y a bien longtemps. Je me permettrai déjà de dire 2 mots de mon voisin de gauche.
on parle du Larousse, on dit le Larousse. On parle du Littré, on dit le Littré. On parle aussi du Perret, on dit le Perret. Et le Perret, c'est devenu un ouvrage de référence exceptionnel dans lequel tous ceux qui s'intéressent aux livres anciens ont l'assurance de trouver à peu près tout ce qu'ils cherchent, à peu près, surtout je crois, dans la nouvelle édition, donc Jacques pourra peut-être dire un mot, qui a été très largement complétée, corrigée, revue. Et donc, des collectionneurs du monde entier, quand ils cherchent un livre, l'édition, le nombre de pages, l'histoire de l'auteur, trouvent à peu près tout ce qu'ils cherchent dans le Perret. C'est ce que je voulais dire. Ensuite, concernant donc, les livres anciens, Jacques l'a évoqué, mais à travers des livres, à côté des livres, il y a aussi des illustrations. Les livres, la littérature de montagne a été illustrée depuis quasiment l'origine. Notamment les premières ascensions du Mont Blanc. La toute première ascension du Mont Blanc, qui a été illustrée par son auteur et par une gravure, c'est, tu me corrigeras si je me trompe, un grimpeur américain, Howard, qui a dû faire la 4e ascension du Mont Blanc, et qui a représenté le passage d'une crevasse sur une échelle. C'est la toute première représentation qu'on voit. Après ça, se sont multipliés. Se sont multipliés avec un mode d'emploi à peu près le même dont chacun s'est inspiré. À savoir, ceux qui ont fait le Mont Blanc avaient l'impression d'avoir fait quelque chose d'extraordinaire, ce qui n'était pas très loin de la vérité. Ils avaient envie de le faire savoir. Extraordinaire en quoi? Extraordinaire par évidemment la beauté, la majesté des paysages, mais aussi par la difficulté et les dangers de l'ascension. Donc les représentations, aussi bien dans les écrits que dans les illustrations qui les accompagnaient, montrent en général que ceux qui ont réussi l'ascension du Mont Blanc ont réussi un véritable exploit. De là à dire qu'ils sont des héros, on peut l'imaginer, mais déjà... Et donc, souvent, ça faisait peur. Souvent, on voit des gravures où on se dit, mais franchement, quel risque ils ont pris. Et c'était un dessin. Et donc, on voit l'évolution, à travers ces récits et ces illustrations, l'évolution de la façon dont la montagne était représentée par ceux qui l'avaient gravie ou fréquentée, à l'attention de ceux qui n'y avaient jamais été, qui probablement n'iront jamais. Et je pense que c'est ça qui est intéressant quand on regarde maintenant avec le recul et quand on voit toute cette évolution, dire comment les gens d'une certaine époque ont voulu représenter la montagne à ceux qui ne l'avaient jamais vue et qui ne verront sans doute jamais. Parce que l'intérêt aussi, c'est que la montagne, à part, évidemment, la dramatique évolution des glaciers, la montagne n'a pas beaucoup changé. Les druges n'ont pas beaucoup changé, à part quelques éboulements. Autrement dit, la façon dont le modèle, on l'a toujours sous les yeux. La représentation, elle a évolué. Elle a évolué avec le regard de ceux qui la voyaient, avec ce qu'ils ressentaient eux, et avec la façon dont ils voulaient la montrer. Et cette évolution, c'est très intéressant parce qu'on peut comparer non seulement les différentes interprétations, mais ces interprétations par rapport au modèle. Et donc, je trouve que c'est une des choses qui me passionne en tant que collectionneur, c'est de rassembler ces différentes façons de représenter la montagne et de les apprécier les unes par rapport aux autres. Et puis, un dernier mot, on trouve ça non seulement dans les livres, mais également dans les journaux de l'époque. Les journaux n'ont pas commencé dans les années 50. Hein. Les journaux de l'époque, dès le 19e siècle, il y avait un certain nombre de journaux qui ont commencé à parler du Mont Blanc, à représenter le Mont Blanc, à montrer des scènes d'ascension. Un exemple parmi d'autres, Albert Smith, Dieu sait qu'il a gravé le Mont Blanc et qu'il a fait savoir. Et bien, il y a des journaux comme Illustrated London News qui montrent par exemple Albert Smith à Londres en train de faire sa conférence avec tout ce qu'il y avait comme décor à l'époque, etc. C'est assez extraordinaire. Donc c'est un témoignage tout à fait intéressant. Voilà, donc je voulais ajouter aussi à ces livres, à ces gravures aussi, les journaux qui sont eux aussi illustrés. Et alors, journaux, gravures et livres anciens, on les trouve donc chez des libraires spécialisés qui sont à la fois des érudits et des passionnés.
Éric. Oui, je rebondis sur ces propos qui sont tout à fait l'âme de la montagne. Alors, j'écoutais Jacques qui parlait de l'année 1820, qui était un tournant, puisqu'il y a les premiers éléments de bibliographie, à peu près en 1810-1811. Et en tant que libraire d'anciens, tous ces noms évoqués par Yves, Albert Smith, Howard, eh bien, ça fait rêver, mais cette iconographie et ces écrits, ils sont quand même réservés à une élite. Et en tant que libraire d'anciens, je ne suis pas libraire ancien, puisqu'il y a cette période 1810 qui met une barrière avec ces ouvrages qui sont quasiment plus accessibles à un certain public. Et le débat que je souhaiterais avoir, ou cette conversation que je souhaiterais avoir avec vous, aujourd'hui, comment on fait pour faire revenir les gens dans les salons, mais c'est pas que Passy, c'est une généralité qui est globale pour tous les salons qu'on peut faire dans le livre ancien. Et puis, surtout, ce qui manque, là on le voit sur les 4 jours, c'est les jeunes. Comment on fait pour faire revenir des jeunes à quelque chose d'accessible? Alors on peut parler d'auteurs modernes, là. J'écoutais Jacques à partir des années 50, 60, on a eu des Bonatti, des Frison, des Rebuffat avec des écrits extraordinaires, je pense qu'ils ont encore toute leur place dans les bibliothèques. Et qu'est-ce qu'on fait pour redynamiser nos jeunes et l'activité autour du livre ancien? Aujourd'hui, pourquoi je dis ça? Il y a à peu près 14-15 ans, c'était 10-12 marchands, et à Raymond Jove, j'ajouterais Freddy Dopat, qui nous a quittés aussi, hein, qui est important d'évoquer. Et puis, le livre ancien, aujourd'hui, on est 4 là, dans le salon. Moi, à titre, j'ai toujours été accueilli à Passy, mais vraiment très bien accueilli. Donc, je suis là cette année, j'espère être là l'année prochaine, mais je voudrais un fil conducteur. Est-ce que je souhaiterais, je vois Rémi Fontaine également, collectionneur, je vois Jean-Pierre Gallet, je vois Monsieur Sauzet, et est-ce qu'on ne pourrait pas, au niveau des collectionneurs de livres anciens, faire un espèce de sentier pédagogique, non pas pour fabriquer de l'argent sur l'argent, excusez-moi, mais c'est quand même économique au bout d'un moment. Mais Jacques, tu as édité, c'est plus une passion. Quand on dit le Perret, j'imagine que la future édition, 25 ans après, c'est vraiment une passion, et c'est pas quelque chose que tu fais économiquement, c'est quelque chose que tu fais, c'est quelque chose que tu fais par passion, et la passion doit vous amener, là il y a des grands collectionneurs, Yves, Jacques, Yves encore, Rémi. Est-ce que vous ne pourriez pas amener cette iconographie et ces écrits dans le salon avec des moyens, avec les libraires anciens? Vous n'êtes pas forcé là d'être là 4 jours, mais est-ce que vous pourriez faire ça pour faire revenir du monde et voir les choses autrement, sous un angle pédagogique et pas forcément économique? Alors, je pense que c'est une excellente idée. Il faut effectivement, entre guillemets, hein, je dis bien ça entre guillemets, vulgariser le livre, et en particulier le livre ancien et moderne, mais datant de quelques dizaines d'années, de gens qui ont fait ces livres et que les jeunes ne connaissent pas forcément, enfin, n'ont pas vécu en même temps qu'eux. C'est sûr que quand on parle par exemple de même quelqu'un comme René de Maison, par exemple, moi je me souviens, quand il était dans les Joras, coincé avec Serge Bousseau, je faisais du ski au Cési, je voyais les Joras, et voilà, et de Maison c'était quelque chose de vivant pour moi, et ce drame qui se nouait dans les Joras, on le vivait par procuration en quelque sorte, et quand son livre 342 heures dans les Grandes Joras est sorti, on s'est précipité pour l'acheter, et on l'a lu dans la foulée, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut effectivement faire connaître ces alpinistes qui nous ont précédés. Je ne suis pas si pessimiste que ça quand même, parce que
le marché du livre ancien, il est international. Il y a des acheteurs de livres anciens dans beaucoup de pays d'Europe, la France bien sûr, mais l'Angleterre, la Suisse, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, l'Autriche, sont tous des pays dans lesquels il y a encore beaucoup de collectionneurs. Alors, le problème, c'est que les années passent, et les collectionneurs, comme nous, ils vieillissent, et effectivement, et comme d'ailleurs certains libraires, disparaissent. On parlera tout à l'heure de Freddy de Patte, effectivement, et de Raymond. Mais il y a des jeunes qui arrivent. Alors évidemment, les jeunes qui arrivent et qui sont passionnés, il y en a quand même. Il y en a un peu moins qui arrivent qu'il y en a qui partent. Les jeunes qui arrivent, ils n'ont pas forcément des moyens aussi convenables que ceux qui sont plus anciens, parce que bon, ils sont dans la vie active, ils ont leur famille, ils ont leurs enfants élevés, voilà, ils ont d'autres charges, alors que nous, nos enfants sont élevés, bon, à la limite, on se fait plaisir avec les bouquins, on n'a plus que ça, quoi, c'est un plaisir, bon. Donc, pour les jeunes, c'est plus difficile, mais ils peuvent rentrer. J'avais fait une vente aux enchères chez Alde à Paris il y a 2 ans, et il y avait un acheteur qui avait 30-35 ans, et qui a acheté 5 ou 6 ouvrages, dans des ouvrages pas trop chers, quoi, mais qui correspondaient à ses centres d'intérêt. Donc je pense qu'il y a un terreau à fertiliser pour que l'intérêt pour le livre objet, qu'on manipule, qu'on lit, on tourne les pages, c'est pas comme une tablette, c'est pas comme un ordinateur. Néanmoins, l'ordinateur est important aussi parce qu'on parlait des livres inaccessibles. C'est clair que si par exemple on veut lire le récit de la découverte du Montanvert par Windham et Pocock, publié en Angleterre en 1744, la dernière fois que je l'ai vu passer en vente, ça devait valoir dans les 15 ou 20 000 euros. Évidemment, on ne peut pas avoir ça chez soi, ou alors un tout petit nombre de personnes. Par contre, c'est très facile de le télécharger sur Internet et de l'avoir en bibliothèque numérique. Donc, la bibliothèque numérique peut compléter la bibliothèque physique. Et la bibliothèque numérique, elle est très accessible parce qu'elle est gratuite. Tous les livres qui ont plus de 70 ans et qui ont été numérisés par les bibliothèques publiques, en France et à l'étranger, ou par Google, sont accessibles gratuitement. Donc, ça permet de découvrir les textes. Donc, je pense qu'il faudrait qu'il y ait peut-être davantage une autre piste que l'exposition physique de livres anciens au salon est une très bonne idée. Je pense que c'est une façon de faire découvrir. On avait fait en 2011 à la bibliothèque municipale de Grenoble une exposition assez importante avec une centaine de livres anciens parmi les plus rares et les plus importants qui avaient été publiés depuis 1515 sur les Alpes. Et il y avait eu beaucoup de visiteurs. Ça avait rencontré un grand succès, ce qui montre quand même qu'il y a un intérêt pour cette chose. Mais en plus du physique, il faudrait qu'on ait sur la toile des relais, parce qu'il faut se faire il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les jeunes, ils sont accrochés à leur ordinateur ou à leur téléphone portable, et la communication, elle passe par là. Donc je pense qu'il faudrait qu'on ait une initiative qui permette d'avoir cet accès numérique au livre de montagne, à la connaissance du livre de montagne, et c'est peut-être un chantier sur lequel il faudrait se pencher pour les prochaines années. Je signale qu'il y a le blog de mon ami de droite, Yves Ballu, qui existe, et il y a pas mal d'informations, et je vous invite à vous y rendre. C'est une première étape. On pourrait peut-être le faire de façon plus institutionnelle et moins personnelle. Ce serait peut-être une piste. On va pas se raconter l'histoire là. Si vous proposez à Jacques de transformer sa bibliothèque en bibliothèque numérique, je ne suis pas sûr qu'il va sauter de joie. Le livre, ça reste le livre. Bien sûr que le numérique permet de faire connaissance des ouvrages qui existent et de passer à l'étape, je pense à une citation de Gaston Rébuffat à propos du Mont Blanc, et je crois qu'il l'a utilisé pour le Cerdan aussi, l'ai-je assez désiré? Et je crois que pour le
le désir pour un collectionneur, c'est quelque chose d'important. On rêve d'un certain livre, on sait qu'il existe, par Internet, on peut même avoir des reproductions, puis un jour, on a la chance de pouvoir l'acquérir. Alors, la chance de pouvoir l'acquérir, on parle des jeunes, en disant, ben, les jeunes maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour amener les jeunes à s'intéresser à ces livres-là? Mais, oui, bien sûr, et je vais y revenir dans un instant. Mais, il y a des gens qui ont de l'argent, parce que, quoi qu'il arrive, les grands livres, les beaux livres de montagne, ils ne vont pas s'effondrer. Ils coûtent cher, ils continueront à coûter cher. Le problème, il est là. Bon. Donc, pour que ces livres-là continuent à avoir une certaine existence dans les librairies, notamment les librairies spécialisées, il faut qu'il y ait des clients qui s'intéressent. Alors, les clients, il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui ne s'intéressent pas à la montagne. Ils collectionnent les vins anciens, les objets, etc. Et je pense qu'il y a des gens qui ont de l'argent, et qui peut-être pourraient s'intéresser à la montagne s'il y avait une façon de communiquer telle que d'un coup ils découvrent, parce que c'est absolument merveilleux. Donc voilà. Donc il y a probablement un gisement quelque part de clients potentiels qui ont les moyens d'investir dans des livres anciens. Et je dis ça, c'est pas notre intérêt à nous, collectionneurs, ça risque de faire monter les prix, mais peu importe. Ça risque de continuer à susciter l'intérêt pour que dans les ventes aux enchères, Jacques en citait une où il y avait un client de 30 ans, il a comme l'honnêteté de dire qu'il a enchéré sur des livres qui n'étaient pas les plus prestigieux, mais à part ce client de 30 ans, les autres, la moyenne d'âge c'était la soixantaine au moins. Voilà. Donc dans les ventes aux enchères de livres de montagne, la moyenne d'âge elle est quand même assez élevée. Alors dernière, on parle des jeunes, dernière réflexion qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour susciter l'intérêt des jeunes pour les livres de montagne? Ben, peut-être pour leur proposer de nouveaux livres de montagne. Donc là, la question se pose, de voir qu'est-ce qu'on peut encore écrire sur la montagne, soit susceptible d'intéresser, de passionner les jeunes, voire les moins jeunes. Là, on sort un peu du sujet qui était plutôt les livres anciens, les livres des anciens. Je voudrais, Yves, avoir le point de vue du collectionneur de livres, de gravures, de journaux, et puis surtout promoteur de très belles expositions sur des sujets qui s'imposent et qui nous ravissent chaque fois qu'il faut faire une exposition. Écoute, moi je voulais parler de l'informatique et de l'ordinateur qui a complètement chamboulé la donne. À la fin du 19e, au début du 20e, il y avait le petit journal illustré et ces journaux-là où on pouvait voir on était dans l'illustration de la couverture, on était dans le cœur de l'action. Et pour être dans le cœur de l'action, c'était sensationnel, il n'y avait que ce moyen, c'était d'acheter le petit journal. Aujourd'hui, quand on a la télé, tout le monde a un portable, tout le monde filme toutes les catastrophes, tout le monde filme tous les incidents, tous les trucs positifs ou négatifs. Et je pense que ça a complètement transformé et reporté l'intérêt sur autre chose. Maintenant, je pense que la cause n'est pas complètement perdue. J'ai eu l'occasion au musée des Ouches de faire une série d'une 8 ou 10 tables rondes autour de la place du Pays du Mont-Blanc dans la bande dessinée. Et je limitais à 15-20 personnes, puisque j'amenais les documents originaux, donc je voulais. Et ce qui se voit jamais. Et les gens étaient étonnés de voir la première bande dessinée, de voir Gustave Doré dans l'édition originale. Je veux dire, les gens étaient étonnés, ça les a intéressés. Et curieusement, j'avais des gens de tous les âges. Il y avait des gamins à partir de 10 ans, 12 ans, 14 ans. Et ceux qui posaient le plus de questions, qui étaient le plus intéressés, eh ben, c'était les gamins. C'était pas les autres générations. Et il y avait tous les âges. Donc peut-être qu'il faut trouver les sujets qui vont les intéresser. Mais je pense que c'est pas perdu. Et puis les livres, toutes les collections d'Attinger ou les Sempervivum chez Artaud, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a les documentaires qui sont diffusés à la télé, ça remplace tout ça et c'est plus facile. Et c'est pas vraiment gratuit puisqu'il faut payer il faut payer pour y avoir accès, mais par rapport à un livre, il
Il n'y a pas d'argent à sortir, c'est tout de suite là, et on peut aller le chercher et le trouver quand on le veut. Maintenant, c'est affolant. Donc je crois que c'est plutôt de ce côté-là, mais moi je dis que pour les gamins, c'est pas perdu. Il faut juste trouver les sujets qui les intéressent. Et quand j'expliquais que Tintin, il a commencé avant de partir au Tibet, il était en vacances à Saint-Gervais, il dit dans la publicité pour la future publication dans Tintin de Tintin au Tibet, qu'il était à Chamonix, qu'il était ce année à Chamonix. Donc, je pense que les jeunes peuvent être intéressés, mais il faut trouver le truc qui leur plaît actuellement et qui tourne. Et la bande dessinée, peut être un sujet, parce que l'image est très importante aujourd'hui. Enfin, moi, je crois que c'est pas perdu. Alors, après, les livres, il faut un budget, et j'en ai discuté avec plusieurs personnes dans le salon aujourd'hui et avant-hier. Il y a un problème, aujourd'hui, il y a un problème de place chez tout le monde. On n'a pas forcément la place de mettre des livres, d'accumuler des livres, ça prend du volume. Et maintenant, la tablette, c'est quand même moins gros. C'est aussi un aspect qui n'est pas négligé. Hein. Je vois Yves qui fait... Mais vraiment, c'est un peu ce qui ressortait dans les conversations que j'ai eues dans le salon. Là. C'était, ouais, mais on n'a pas de place, on les met où? Il y a pas... Le problème de place, ça ne se pose que pour les collectionneurs déjà assez anciens, parce que quand on démarre une collection de montagne, c'est pas la première préoccupation, la place. Par contre, c'est vrai que quand on commence à amasser les livres, ça devient un vrai sujet. Moi, je voudrais revenir sur l'aspect informatique, Internet. Là, au printemps, j'ai fait une vente de livres sur la montagne et sur la Savoie à Chambéry, à la maison de vente aux enchères Savoie Enchères. Il y avait il y a un peu, je sais pas, une vingtaine de 25 personnes dans la salle. 80% des adjudications sont faites sur Internet. La plupart des libraires de livres anciens, aujourd'hui, ils n'ont plus de magasins. Hein, et ils vendent uniquement sur Internet ou dans les foires, salons, marchés. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas vouer Internet aux gémonies. Je pense que sans Internet, la situation serait catastrophique. C'est-à-dire qu'on aurait un marché potentiel extrêmement limité géographiquement, quoi. Seulement les gens qui pourraient se déplacer ou à la rigueur se faire appeler au téléphone dans une vente, mais il n'y a pas 50 téléphones, donc voilà, c'est limité. Internet a ouvert le marché du livre ancien de montagne au monde entier. Le guide des livres sur la montagne, qui a été publié en 1997, qui a été vendu à 1000 exemplaires depuis 25 ans. 1000 exemplaires, c'est évidemment pas beaucoup, mais pour un sujet quand même aussi pointu, c'est pas si mal. La moitié des 1000 exemplaires vendus ont été vendus à l'étranger. Donc, pour un livre français non traduit, que la moitié d'un livre français non traduit soit vendu à l'étranger, démontre bien le caractère international du sujet dont on parle. Je pense qu'au salon de Passy, les premières années, les premiers salons, les quelques 10 premiers salons, on avait des libraires suisses, on avait des libraires anglais, on avait des libraires italiens, on avait des libraires français. C'était un salon international. Un américain, ouais, exact. Donc c'était un salon international. Aujourd'hui, ce n'est plus un salon international. Il n'y a plus que des libraires français ou suisses un peu. Mais, et puis bon, alors on invite nos amis du Val d'Aoste, d'Italie, donc voilà, on a cette dimension politique internationale. Mais au niveau du marché, on s'est replié sur un marché local. Je pense qu'en plus, la communication, la signalétique est essentielle. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que l'esplanade des Fises, s'il ne demande pas à quelqu'un, il ne trouvera pas, parce que ce n'est pas sur Google Maps. Hein. Donc, il faut flécher le salon. C'est indispensable. Si vous ne fléchez pas le salon, la fréquentation va
va forcément être plus limité. Parce que les gens qui ne vous connaissent pas, ils ne viendront pas. Donc il y a les gens qui connaissent qui viennent. Donc la communication, il faut pas opposer le livre physique et le livre numérique et Internet. C'est complémentaire. Le livre physique, on l'a à disposition chez soi. Vous pouvez avoir une panne de courant. Bon, si c'est la pleine nuit, c'est embêtant, mais la journée, vous pouvez avoir votre livre physique, vous l'avez sous la main. Le livre physique, c'est un objet. C'est sensuel. Il est beau. Il y a une reliure, ou il n'y en a pas, mais il y a une couverture, il y a des illustrations. Il y a une sensualité dans le livre ancien. Sur une tablette, il n'y a pas ça. C'est impersonnel, c'est froid. Je pense que le goût du livre, il n'est pas perdu. Mais il ne faut pas l'opposer, il ne faut pas avoir peur de l'Internet et du numérique. Les marchands le savent bien, Internet, c'est la majorité de leurs ventes. Hein. Sans Internet, ils n'existeraient plus. Bon, donc, c'est essentiel de trouver la symbiose entre ce livre physique, qui est un patrimoine culturel, et ces nouvelles technologies qu'on doit mettre au service de notre passion. Et c'est pour ça que je pense que développer un site consacré aux livres anciens de montagne, c'est certainement une voie intéressante à suivre pour relancer l'intérêt, notamment chez les jeunes. Juste compléter, voire même peut-être corriger ce que vient de dire Jacques quand il dit je vais oser. Quand Jacques dit que collectionner des livres, le problème c'est la place. Non. Parce que si on s'intéresse à la montagne et aux représentations de la montagne de façon générale, il y a d'autres choses que les livres. Et il y a ici, là, dans la salle, un certain Jean-Pierre Gallet, qui est un copain, et qui vend notamment des cartes postales anciennes. Les cartes postales anciennes, c'est extraordinaire. Vous prenez une carte photo de personnages sur la mer de glace en 1900. La carte, c'est une histoire. On voit les gens qui posent. Ils posent pas n'importe comment, ils posent comme le photographe leur a suggéré, c'est-à-dire l'homme qui a l'air d'être costaud, qui n'a pas l'air de ne pas avoir peur, et la femme qui en général tient la main de son guide. Ils sont costumés, ils ont des chaussons de laine pour ne pas tomber, des cannes qu'ils ont louées, etc. Chaque photo raconte une histoire. Vous regardez par exemple la construction du train du Montanvert en 1907-1908, il y a des centaines de cartes postales qui montrent ce chantier extraordinaire de la construction du chemin de fer du Montanvert. À l'époque, c'était quelque chose. Voilà, donc je dirais, et une carte postale, ça ne prend pas beaucoup de place. Et il y a des cartes postales qui ne coûtent pas très très cher. Donc là aussi, c'est une façon d'élargir un petit peu le centre d'intérêt quand on se passionne pour la montagne, pour ses représentations et pour son histoire. C'était très intéressant là, ce que vous avez dit, mais si je peux m'exprimer un peu, là, je voudrais dire qu'en ce qui concerne le livre ancien, comme en ce qui concerne le livre plus récent, il y a une double logique et une double évolution, je dirais. La double logique, c'est celle de la passion, et ça, je veux dire, c'est vraiment quelque chose de personnel qui peut se transmettre, mais qui est vraiment quelque chose que l'on souhaite assouvir soi-même ou avec d'autres. Et puis, il y a quand même une autre logique qui est celle de la rationalité économique. Alors, il y a le coût des choses, alors ça peut être des prix abordables, ça peut être des prix plus excessifs, et puis il y a aussi une rationalité économique qui s'impose à la personne qui va vendre ces livres pour une raison. Et donc, c'est aussi un aspect dont il faut tenir compte. L'éditeur, le libraire, le diffuseur, tout ça, ce sont des gens qui font partie d'une chaîne économique. Donc, c'est quand même un aspect dont il faut tenir compte. Et puis, le livre ancien, comme le livre moderne, et le livre en général, obéit à une double évolution. La première évolution, c'est celle du rapport que l'on peut avoir avec le livre. Et on ne peut pas ne pas dire que cette évolution s'est un peu affaiblie depuis les 30 ans que court ce salon. Le rapport au livre aujourd'hui n'est pas le même que celui que l'on constatait il y a 30 ans, a fortiori en ce qui concerne le livre ancien. Et puis, il y a un autre problème. Moi, je souscris tout à fait au problème de place, de l'accumulation de livres, qu'ils soient modernes ou anciens. Et puis, l'autre évolution, c'est une évolution sociologique. Moi, je me souviens très bien de mes amis qui venaient il y a 20 ou 30 ans, et qui étaient
donc des clients, fidèles de Raymond Joffre, ou de Geneviève, ou de Éric, etc. C'est des personnes qui faisaient le bonheur, je veux dire, de vos collègues il y a 30 ans, eh ben, ils n'ont pas forcément été renouvelés. Des générations de collectionneurs ou de bibliophiles ne se sont pas forcément renouvelés. Et la question, c'est de savoir pourquoi et comment faire pour essayer de renouveler cette clientèle de passionnés, en essayant d'étendre l'information quant aux livres anciens et essayer de diffuser cette culture de la bibliophilie, à la fois par un effort pédagogique et aussi par une modulation de l'élitisme que l'on pourrait mettre au niveau de la culture. En ce qui concerne cet effort pédagogique, bon, c'est sûr qu'il faut faire connaître ce que l'on fait, ce que l'on vend, ce que l'on a écrit. Alors il y a des salons, il y a des sites internet, il y a aussi des interventions dans les écoles, comme disait Yves tout à l'heure, et qui peut commencer tout simplement par une exposition de cartes postales. C'est tout à fait évident que ça peut attirer l'attention et ça peut être l'amorce d'une collection ou d'un intérêt pour cela. Il faut aussi essayer de faire comprendre, et ça c'est le rôle des échanges, et c'est pour ça que j'ai tenu à vous rassembler là ce soir, et surtout à enregistrer la communication. Et puis c'est surtout de s'adapter au lecteur. Parce que si on veut attirer une clientèle de jeunes, il ne faut pas d'emblée les gaver par les submerger par des choix qui seraient peut-être trop élitistes. Parce que il faut essayer de diffuser cette culture, que ce soit la culture du livre en général ou la culture du livre ancien en particulier, parce qu'il y a de beaux textes, parce qu'il y a de belles gravures, il y a de belles illustrations, et parce que ça nous met un pied dans l'histoire de l'alpinisme. Mais il ne faut pas que le lecteur se sente exclu, mais il ne faut pas non plus galvauder ce que l'on donne à lire. Donc il y a un équilibre à trouver qui n'est pas facile, et on est certainement là pour vous aider, et pour faire en sorte que la diffusion de cette culture, nous la fassions ensemble, mais ce n'est pas facile, parce que ce n'est pas facile d'attirer de nouveaux lecteurs à l'ère d'Internet. Ce n'est pas facile d'attirer de nouveaux lecteurs, tant pour les livres nouveaux que pour les livres anciens, donc c'est certainement un jeu de longue patience. C'est peut-être le moment d'évoquer, parce qu'il me reste une bonne dizaine de minutes, la mémoire de Raymond Joffre, et puis des libraires qui nous ont quittés en général, et je pense aussi à Frédéric de Patte, mais particulièrement Raymond Joffre, que j'ai très très bien connu, puisque petite anecdote, ça devait être en 1992 ou 93, j'étais sur Grenoble et je voulais aller donc pour la première fois voir cette librairie des Alpes qui avait ouvert avec une thématique. La librairie des Alpes, elle existait à Grenoble avant Raymond Joffre, mais c'était une librairie généraliste. C'est une librairie généraliste qui était dans les Alpes, donc elle s'appelait Librairie des Alpes, mais elle ne vendait pas que des livres de montagne. Donc Raymond Joffre a racheté, à l'issue de sa vie professionnelle, qu'il avait mené d'abord dans l'enseignement, puis dans la formation professionnelle d'une grande banque à Grenoble. Il venait de prendre sa retraite, une bonne soixantaine d'années, et c'est là qu'il a démarré une nouvelle carrière professionnelle qu'il a menée pendant 25 ans. Il a ouvert donc vers 92 ou 93 cette librairie des Alpes, il l'a reprise et il lui a donné cette vocation montagne, qui était évidemment sa passion, puisque Raymond était un excellent alpiniste. Il avait fait de l'alpinisme dans les Alpes, particulièrement dans le Dauphiné, et également des treks en Himalaya. C'était un sportif accompli. Et la première fois que j'ai poussé la porte de cette librairie, Raymond était au téléphone, et puis il discutait avec quelqu'un, et c'était très animé. Vous avez tous connu Raymond, quand Raymond s'anime, cette voix de stentor, j'étais quelque peu pétrifié, j'étais sur le pas de la porte, j'entendais ces conversations extrêmement pétrifiantes, voilà, et du coup j'ai refermé la porte et je suis ressorti sans oser mettre le pied dans le magasin. Et puis donc j'ai été faire un petit tour, je me suis dit quand même, voilà, il a dû avoir fini son coup de fil, je vais y retourner, je prends le risque,
J'ai refranchi le pas de la porte, et puis je ne sais plus jamais arrêter, puisque donc avec Raymond, on a édité ce guide des livres sur la montagne. J'avais fait le catalogue de ma bibliothèque qui à l'époque était assez modeste, hein, et il m'a dit « Ah, t'as fait le catalogue des bibliothèques, tu ne pouvais pas me le montrer ?» Je lui ai montré le catalogue de ma bibliothèque, il m'a dit « Ah, mais il faut qu'on édite ça, c'est formidable !» Je dis « Non, on ne va pas éditer ça, ça n'a pas de sens. C'est une sélection, voilà, c'est des livres que j'ai trouvés, mais ça n'a pas de logique. » J'ai dit « Mais par contre, ce qu'on peut peut-être faire, c'est essayer de faire, c'est une bibliographie des livres sur la montagne. » Il m'a dit « Ah bah oui, c'est une bonne idée, alors on y va. » C'est comme ça que ça a démarré, et 3 ans après, on a publié ce guide. Raymond, c'était en plus un homme extrêmement cultivé. Et la caractéristique de sa librairie, et ce qui faisait le fait qu'à Grenoble, il y a toujours eu des clients dans sa librairie, c'est que ce n'était pas seulement une librairie, c'était un lieu de rencontre. C'était un salon où on cause. On parlait de tout, sur la montagne, sur les livres, voilà. Et on y rencontrait des gens, et voilà, c'était un lieu animé. C'était pas un magasin. Hein. C'était aussi un magasin, mais c'était pas qu'un magasin. Ensuite, Raymond, c'était un homme entreprenant. Il avait donc été élu à la présidence des écrivains dauphinois. Il a été le président du jury. Alors, Michel a dit tout à l'heure que Yves a été longtemps le président du jury de Passy. Il a été 5 ans. Raymond, il a été 25 ans président du jury du Prix de l'Alpe à Grenoble. Et il a monté le salon d'automne, on va dire, du livre sur la montagne à Grenoble, au mois de novembre, début novembre, c'était en octobre l'année dernière, mais en principe c'était en novembre, qui était donc le 2e salon de livres sur la montagne en France, avec, disons, une audience élargie. Et puis, non content d'avoir fait tout ça, il a été membre de l'Académie Delphinale et il a voulu donner un petit coup de jeune vous savez, les académies, en général, c'est comme le livre ancien, c'est pire que le livre ancien. Hein. Les membres des académies, c'est pratiquement quand on ne peut plus rien faire, on devient académicien. Et donc il a voulu donner un coup de jeune à l'Académie Delphinale, au point qu'il en a été élu président, alors qu'il n'avait rien, c'était pas un universitaire. Tous les présidents avant lui et tous les présidents après lui étaient des universitaires, des docteurs, des professeurs d'université, etc. Lui, il n'était pas un universitaire, et il a été élu par ses pairs président de l'Académie Delphinale. Et c'était un homme chaleureux. C'était pas un très bon homme d'affaires. On peut lui trouver un petit défaut. C'était pas un bon homme d'affaires. C'est-à-dire qu'il perdait de l'argent avec sa librairie, il renflouait, voilà, il mettait ses propres livres en vente dans la librairie pour permettre de finir le mois. Voilà, il oubliait des fois qu'il avait des dettes à payer, il fallait lui rappeler. Bon, c'était pas un bon homme d'affaires, ça c'est sûr. Mais par contre, c'était un homme très chaleureux, très généreux, qui avait le sens de l'amitié, et qui en plus nous a surpris en partant si vite, quoi. Hein. À 86 ans, il en faisait 70, il allait encore randonner, et voilà, il était évidemment actif dans sa librairie, il avait fait le salon du livre de Grenoble au mois d'octobre, il est mort 3 jours après, quoi. Mais on lui aurait donné 100 ans sans problème. Il nous a vraiment surpris en partant si vite. Et c'est sûr qu'il nous laisse un grand vide. Je pense que le départ des libraires comme ça, comme à l'époque André Val qui est parti, Raymond Joffre, ces libraires qui ont marqué, ils entraînent aussi leurs clients. C'est-à-dire que les libraires ont une responsabilité aussi dans la fidélisation de la clientèle et dans l'intérêt pour leurs produits. Et Raymond, il savait faire partager ça. Je crois que Raymond avait le don de l'érudition heureuse.
Et moi, je lui dois deux bons souvenirs au salon. Je crois qu'il était l'animateur des éditions de Beldon. Et il nous a fait connaître Michel Desorbais, qui était un excellent styliste et qui a été récompensé ici. Et je pense qu'il l'a beaucoup soutenu, et il l'a soutenu avec beaucoup de chaleur, et je pense qu'il a contribué au succès des livres de Michel Desorbais. Je pense que je ne me trompe pas en disant ça. Et puis, je lui dois un autre souvenir. C'est un très bon souvenir pour moi, et c'est un souvenir très fort. Je reçois un jour un coup de téléphone de Raymond. Je pense qu'il ne connaissait pas, on se connaissait pas beaucoup, mais je crois qu'il me trouvait sympa. Je pense et puis, j'avais publié un livre qu'il avait bien aimé, et il me téléphone un soir en me disant, écoute, j'ai une bonne nouvelle, on t'a décerné le prix de l'Alpe. Alors, j'étais quand même un peu surpris, parce que j'étais pas un écrivain, je n'étais pas un montagnard, je n'y connaissais rien en littérature en général, en littérature de montagne en particulier. Et il me dit, bah oui, non mais t'as écrit un bouquin, ça m'a touché, je trouvais ça bien, donc on a décidé de te le décerner. Donc, je fais plein d'essence de ma voiture pour me préparer pour aller à Grenoble. Et puis, la veille de la remise de prix, il me téléphone en me disant, tu sais, on a un copain, il a écrit un bouquin, mais il va pas très bien, il est assez âgé, et alors il n'aura peut-être pas le temps d'avoir le prix ultérieurement, donc on a décidé de lui donner. Et toi, comme tu es plutôt sympa, et puis tu y comprendras bien, parce que le sujet de ton livre, c'est plutôt axé sur la bienveillance et tout, on a pensé que tu comprendrais et que tu aurais le temps de l'avoir dans quelques années. Donc, bon, c'est pas pour autant que je me suis mis à la pratique de la montagne, ni même à la pratique de l'écriture, mais en tout cas, j'ai trouvé ça plutôt marrant, et j'ai trouvé que c'était une leçon d'humilité plutôt sympa. On peut peut-être dire aussi un mot de Freddy de Patte. Je ferai un rapprochement entre les deux, entre Freddy de Patte et Raymond Joffre. L'un comme l'autre était libraire, mais ils nous faisaient oublier qu'ils étaient libraires. Quand on leur parlait, on n'avait pas le sentiment qu'ils avaient envie de vendre leurs livres. Ils avaient envie de parler montagne, parler montagne avec des gens qui se aimaient bien. Et, je crois qu'ici, on faisait partie de ceux qui aimaient bien. Et donc c'était extrêmement chaleureux et très sympathique. Et je souscris tout à fait à ce qu'a dit tout à l'heure Jacques à propos de Raymond Joffre. Sa librairie, c'était vraiment le salon. Et on a l'impression qu'ils s'en foutaient de vendre des livres. C'est peut-être pour ça qu'il n'a jamais été un homme d'affaires extraordinaire. C'est que c'était pas le problème. Il était heureux d'être dans cette librairie avec autour de lui des livres qu'il aimait bien, que d'autres aimaient bien. Et c'était l'occasion de rencontrer des gens sympathiques et de passer du temps avec eux, de discuter avec eux. Et moi, c'est le souvenir que je garde de ce Raymond, et savoir de Stentor aussi, quand Raymond parlait, les décibels volaient. Bon. Donc, c'est le souvenir que moi je garde aussi, qui correspond tout à fait à la belle évocation de Jacques, c'est de quelqu'un qui était très chaleureux, exactement comme Freddy de Patte. Je trouve que la photo que publiée, on le voit dans sa boutique avec les livres derrière, où il resplendit de truc est vraiment formidable. C'est vraiment bien son portrait. Moi, je voulais associer à l'hommage, je voulais parler de Freddy de Patte, donc qui était de Bruxelles, qui venait vendre ses livres ici. Je ne sais pas si beaucoup de gens, de ses clients qu'il avait ici, ont été le voir à Bruxelles. Moi, j'ai été le voir dans sa librairie à Bruxelles. C'était le rez-de-chaussée de sa maison bruxelloise. Et c'était, j'ai passé je ne sais pas combien d'heures chez lui. C'était vraiment un très bon souvenir. Et puis, je voudrais aussi parler de Madame Villers, qui a suivi André Val, et qui venait ici pendant des années vendre ses livres. Voilà. Et sur le libraire, mon expérience professionnelle m'emmenait régulièrement dans les régions de France, et je me débrouillais toujours après mes séries de rendez-vous et tout, pour toujours prendre le dernier avion ou le dernier train, pour avoir le temps d'aller faire les libraires anciens en fin d'après-midi. Et je dois dire que pour la grande majorité, ça a tissé une toile amicale extraordinaire, puisque au bout d'un moment, quand ils rentraient des livres de montagne, ils m'appelaient pour me demander mon avis, demander s'il y avait des chances de le vendre, s'ils ne connaissaient pas. Et j'ai gardé des amitiés parmi eux. On se téléphone de temps en temps.
je veux dire, il y a quelque chose quand même. Oui, parce que ces cultures du livre ancien, c'est aussi parler le même langage, se comprendre et puis échanger. Et échanger, bon, bien sûr, après avec une tractation marchande, certes, mais c'est pas ce qui importe en premier lieu, je pense. C'est vraiment l'échange sur un livre, sur un texte, sur une gravure qui a marqué, qui a entraîné une certaine émotion. Et en parlant de gravure, je pense à Jean-Paul Guay, qui était un grand amateur de gravure et qui était un très bon conseiller dans ce domaine. Peut-être, j'oserais, au nom de mes amis collectionneurs, rendre un hommage aux libraires, grâce auxquels on a pu trouver des trésors, des choses intéressantes, etc. Donc, tous ces libraires qui sont capables de rassembler ces livres, parce il y a des gens qui leur font confiance, et qui leur vendent des livres, qui leur demandent de les vendre. Grâce à ces libraires, moi j'ai trouvé plein de belles choses que je désirais avoir un jour. Voilà, donc un hommage à tous les libraires. Eh bien, je te remercie pour cet hommage. Je voudrais juste ajouter quelque chose sur Raymond pour sa générosité. La première fois que je fais Passy, à la fin de chaque salon, Raymond avait pour habitude de distribuer, il y en a qui diraient brader, et il était venu me voir et il m'avait quasiment donné tous ses livres sur les Alpes, les affiches de Saint-Mivel et tout, et il m'a dit « t'en feras un meilleur usage que moi ». Voilà, c'est un grand monsieur. Pas un homme d'affaires, exactement. Et la constante chez tous les libraires qui s'occupent de livres anciens, c'est toujours l'élégance de leur stand, qui sont bien présentés et qui sont agréables à visiter, mais qui sont aussi agréables à regarder. Et ça, je pense que c'est une forme aussi de respect vis-à-vis de leurs lecteurs, de respect aussi vis-à-vis de ces auteurs, hein, dont l'âme plane autour de leurs étagères, et je pense que c'est l'expression de leur passion. Oui, j'ai oublié de citer quelqu'un, c'est Claude Martin, dont l'épouse Geneviève est encore présente ici, mais aussi c'était un grand, grand collectionneur, grand bibliophile, et je me souviens quand je les ai connus, j'avais été les voir dans leur chalet d'alpage au-dessus de Manigot. Et dans les écuries, il y avait des tas de tiroirs, des trucs avec des livres, des trésors, des choses que jamais on avait vues. Et puis après, quand il était ici, c'était quand même la classe. La classe. Oui, la classe. Alors voilà, sur ces beaux propos, moi je voudrais ajouter quelque chose. Donc on a parlé du livre-objet, du beau livre qu'on peut collectionner, de la place éventuelle, pourquoi pas des photographies aussi, des cartes postales, je suis entièrement d'accord. Donc si on ne veut pas que nos salons finissent sur un salon internet, parce que le média internet c'est bien, Jacques, on arrive à toucher un public très large à travers le monde, mais si on ne veut pas que ce type de salon finisse sur internet et qu'il y ait un gars qui nous invente le salon du futur, eh bien sortons nos objets, dépoussiérons nos gravures ou nos cartes postales, et on se donne rendez-vous pas l'année prochaine, peut-être un peu plus tôt dans l'année, pour essayer d'imaginer le salon du futur. Oui, mais je pense que c'est à nous autres, organisateurs de salons, d'offrir une possibilité à la fois d'exposition de ces œuvres qui parfois sont rares, parfois le sont moins, mais qui peuvent donner envie à des lecteurs de s'approprier ce genre particulier qui est le livre d'histoire et le livre d'histoire ancienne de la montagne. Vous voulez rajouter un mot de conclusion pour dire quelles sont vos espérances en matière de diffusion Je voudrais juste peut-être dire qu'il y a un salon entièrement dévolu aux livres anciens de montagne qui existe encore en Europe. Il n'y en a qu'un, c'est Quincinetto, à la limite du Val d'Aoste et du Piémont. Ça a lieu le dernier week-end de septembre, et il y a une bonne trentaine de librairies anciennes qui vendent des livres. Donc ça prouve qu'on peut réunir des librairies anciennes, c'est possible. Et il y a une fréquentation qui est loin d'être négligeable. L'accueil est très chaleureux.
Donc voilà, si vous ne connaissez pas encore ce salon, je vous invite vraiment à y aller parce que ça vaut le déplacement. C'est pas très loin d'ici et ça vaut le déplacement. Voilà, c'est très complémentaire. C'est bien d'avoir des salons un peu dans l'année parce que voilà, un collectionneur, il a envie de pouvoir renouveler un peu ses achats de temps en temps, et 3 ou 4 salons dans une année, c'est pas mal. Il y a Trento qui a un salon aussi qui est bien dans les Dolomites. Bon, après, bon, il y a des salons du livre plus régionalistes hein, qu'on peut trouver à l'Argentière-la-Bessée par exemple. Il y avait Aiguille, qui je crois n'existe plus aujourd'hui. Il y avait Arolla, qui avait un salon sympa, qui n'existe plus non plus. Il y a évidemment en dehors de l'Europe, il y a Banff au Canada, qui est un peu la référence extra-européenne. Voilà. Alors, une question piège, quel est le plus ancien polar ancien de montagne? Je vous demande ça parce que la table ronde suivante, c'est la porte sur le polar de montagne. Il faut le Perret, attendez, donnez-nous un Perret. Oui, c'est une question piège, mais la neige en deuil de Troya, il y a probablement plus ancien. Oui. Mais alors, le polar, alors ce qui est intéressant, c'est que le polar de montagne était quelque chose de vraiment anecdotique, jusqu'à ce siècle. Étienne Brûle. Il y en a très peu. Étienne Brûle, oui. Accident à la neige, qui a eu une suite, il y a un auteur qui a fait une suite à Accident à la neige, là, récemment. Oui, Étienne Brûle, c'est à peu près la même époque que Troya, hein, je pense. Troya peut-être un peu avant. Mais aujourd'hui, le polar de montagne, c'est devenu un thème très, très actuel. Il y a énormément de sorties de livres. Je pense que les 2 plus grosses publications aujourd'hui en livre de montagne, c'est les guides, les topos. Hein. Il y en a, alors là, j'ai renoncé à les recenser tous, et les polars. Voilà, écoutez, merci, parce qu'on a nos amis là, justement, auteurs de polar qui attendent. Je vous remercie infiniment de votre présence. Merci Eric, merci Yves, Yves. Et je veux dire merci aussi d'avoir évoqué la mémoire de Raymond Joffre, de Jean-Paul Guay, de Freddy et de tous les autres, qui nous ont beaucoup impressionnés parce qu'ils avaient aussi le sens de l'accueil et le sens comment dire, de l'accompagnement. Ils étaient toujours aptes à nous aider, à nous conseiller, et je pense que ce sont de bons souvenirs qui nous lient à Écoutez, merci beaucoup, et puis j'espère que dans l'année qui vient, on pourra les uns et les autres faire des efforts pédagogiques pour essayer d'amener à la lecture en général, et peut-être à la lecture des textes plus anciens, de nouvelles générations de lecteurs. Et je pense que le livre jeunesse, et on a parlé avant-hier de Samivelle, et je pense que c'est une très bonne entrée dans le monde de la lecture. Je pense que c'est très important de faire connaître la lecture aux plus jeunes de façon à ce qu'ils puissent entraîner leurs parents et renouveler les visiteurs d'un tel salon, et surtout la clientèle des librairies, qu'elles soient des librairies modernes ou des librairies plus anciennes. Voilà, merci beaucoup.